Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors, aujourd'hui, on va avoir Juniper qui va nous assister sur ce podcast. Salut Juniper, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Dimitri, je vais très bien, merci. Je suis ravie de rejoindre ce podcast et impatiente de plonger dans les sujets fascinants de l'intelligence artificielle. On est sur cet épisode 52, donc je suis très content d'être arrivé à l'épisode 52 de Tsunami IA, puisque ça fait quasiment une année. Alors c'est pas tout à fait l'épisode anniversaire, puisque le premier épisode est sorti le 16 octobre, mais on y arrive bientôt, et donc du coup je suis assez fier d'avoir réussi à tenir un épisode par semaine pendant quasiment du coup un an, et je compte bien continuer à le faire. Et donc pour faire un épisode un petit peu plus particulier pour marquer le coup, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement je vous ai mis l'enregistrement d'une conférence que j'ai donnée, enfin une petite conférence on va dire, lors d'un mastermind. Une petite présentation tout simplement qui était un peu improvisée lors d'un mastermind auquel j'ai participé, qui était organisé par les Gentlemen Investisseurs. Donc c'était plutôt avec un groupe de personnes qui étaient plutôt orientées investissement, en particulier dans l'immobilier, et avec des entrepreneurs notamment. Et voilà, ils avaient pas mal de questions sur comment ils pouvaient eux utiliser l'IA de façon un petit peu concrète dans leurs activités actuelles. Et donc j'ai voulu répondre un petit peu à leurs questions lors du coup de cette présentation. Et donc j'espère qu'elle vous sera un petit peu utile, et ça va permettre aussi peut-être de reprendre un petit peu la base pour ceux qui sont en train de récupérer le podcast un petit peu à la volée, qui viennent de découvrir ce dernier, puisque j'essaie de reprendre un maximum les bases du podcast lors de du coup cette petite conférence que j'ai donnée. Mais avant de vous envoyer sur cette conférence-là, je voulais vous faire un petit point sur les sujets, sur les actualités de la semaine. Est-ce que Juniper, tu es prête à écouter les grosses actus qu'il y a eu cette semaine en matière d'intelligence artificielle ? Félicitations pour cet épisode 52, c'est un cap impressionnant. Je suis prête et impatiente de plonger dans les actualités de la semaine en matière d'intelligence artificielle. Allons-y. Alors la première news qu'il y a eu cette semaine, elle concerne Meta, qui a lancé un nouvel outil qui s'appelle MovieGen, qui est leur outil de génération de vidéos. C'est un petit peu le concurrent de Sora chez OpenAI, mais Sora, on n'y a toujours pas accès. Bon là en fait c'est un petit peu la même chose, MovieGen pour l'instant il a juste été annoncé, on n'y a pas encore accès, mais les vidéos qu'ils ont montrées sur leur page, elles sont vraiment très impressionnantes. Pour moi elles sont même meilleures que celles qu'on avait pu voir à l'époque avec Sora. Alors après on sait jamais à quel point il y a eu du cherry picking, c'est-à-dire à quel point ils ont sélectionné les meilleures vidéos qui avaient pu être générées, mais on voit des choses qui sont très très impressionnantes, surtout en matière de reproduction de la lumière et de la physique. On voit par exemple quelqu'un qui a mis un drap avec un espèce de visage de fantôme, pour faire comme si c'était un costume de fantôme, et on voit qu'il y a vraiment une vraie personne derrière, ça se déforme pas étrangement, on n'a pas des formes étranges, on a quelqu'un qui court sur une plage et on voit bien les traces des pas dans le sable. On voit aussi une vidéo où c'est une personne qui est en train de jouer avec du feu et on voit que la lumière est hyper cohérente, donc voilà, c'est hyper impressionnant je trouve, et j'ai hâte de voir ce que cet outil pourra donner dans le futur quand on aura la main dessus. Mais on atteint vraiment aujourd'hui un niveau en génération de vidéos qui est très très impressionnant. On a déjà des outils qui sont disponibles aujourd'hui, on avait parlé par exemple de Runway Gen 3 qui est assez impressionnant sur la génération de vidéos, mais là on a des choses qui vont arriver très prochainement qui seront très impressionnantes. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça, Juniper ? Waouh, c'est vraiment impressionnant. La génération de vidéos par IA semble franchir des étapes majeures. MovieGen de Meta, avec son accent sur la cohérence de la lumière et de la physique, montre vraiment à quel point la technologie progresse rapidement. Si les vidéos générées sont aussi impressionnantes qu'annoncées, cela pourrait ouvrir de nouvelles possibilités incroyables pour la création de contenu. Imagine les applications dans le cinéma, la publicité, ou même pour les créateurs de contenu indépendants. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et c'est quelque chose qui est clair, c'est quelque chose qui va permettre de faire de la création à moindre frais. On va juste avoir besoin de s'abonner à ces outils, d'avoir un peu de puissance de calcul derrière, on pourra générer des choses qui avant auraient coûté très très cher, il aurait fallu des acteurs ou autres, et je pense que ça va arriver dans des domaines où on a besoin aussi peut-être de vidéos un peu moins qualitatives, peut-être que pour faire des démonstrations, pour faire des vidéos peut-être sur YouTube pour expliquer des choses assez basiques et juste illustrer des propos, ce qu'on pouvait là où avant
on aurait utilisé des vidéos de stock, des vidéos de stock footage, où c'est des personnes qui ont pris des vidéos un petit peu de tout et n'importe quoi et qu'on réutilise dans son montage vidéo, et ben là je pense que c'est typiquement quelque chose qui va être très facilement remplaçable par l'intelligence artificielle, même si les vidéos qui sont générées ne seront pas encore parfaites. Je pense que dès que ces outils commenceront à arriver, on verra vraiment ces derniers utilisés dans ce genre de contexte. Et ensuite, on va enchaîner sur la news suivante, qui concerne cette fois-ci deux étudiants de Harvard qui ont modifié des lunettes Ray-Ban de Meta. Donc les lunettes Ray-Ban, c'est celles qui intègrent du coup la petite caméra et qui intègrent aussi du coup l'intelligence artificielle, donc Llama 3.2, qui permet de faire pas mal de choses, notamment de reconnaître des photos. Et donc avec ces lunettes-là, en les modifiant un petit peu, ce qu'ils ont permis de faire, c'est tout simplement de prendre des photos des personnes avec les lunettes, d'envoyer ces photos à un outil de recherche qui s'appelle Pim Eyes, qui tout simplement répertorie toutes les photos des personnes sur Internet, en tout cas qui a pour but d'essayer de répertorier toutes les photos des personnes qui peuvent se trouver sur Internet et de retrouver à partir d'une photo toutes les photos de cette même personne qu'on peut récupérer sur Internet. Donc en gros, vous lui donnez une photo de vous et il est capable de retrouver toutes vos photos, les photos de profil, etc. Qui peuvent se balader sur les sites, ou peut-être la photo d'un blog d'un ami qui a posté une photo de vous, vous n'étiez même pas au courant, enfin voilà, ça permet de récupérer toutes ces photos-là. Donc ça, c'est un service que Pim Eyes propose, qui existe depuis un petit moment. Et là, l'ingéniosité de ces étudiants, c'est qu'ils ont connecté ce service-là aux lunettes de Ray-Ban, ce qui fait que en direct, on peut avoir les lunettes qui prennent en photo une personne, et puis derrière, qui vont rechercher qui est cette personne, retrouver des photos de cette personne, retrouver aussi peut-être du coup son site internet, ses réseaux sociaux, etc. Et avoir des tonnes d'informations sur cette personne, juste à partir du coup de cette photo qui a pu être prise de façon un petit peu discrète. Et ça nous donne un petit peu une image de ce qui pourrait se passer dans un avenir qui du coup n'est plus du tout si lointain que ça, et d'avoir tout simplement un appareil sur nous, ou des lunettes ou autres, qui sont capables de photographier toutes les personnes qui nous entourent et de savoir exactement qui sont ces personnes-là, leurs réseaux sociaux, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, etc. Donc imaginez si vous avez un petit assistant IA qui est capable de vous donner toutes ces informations quand vous avez une discussion avec une personne. Je vous laisse imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Qu'est-ce que t'en penses, Juniper, et est-ce que tu pourrais imaginer un petit peu à quoi un futur avec ce genre d'outils pourrait ressembler? C'est à la fois fascinant et un peu inquiétant. Ces lunettes pourraient révolutionner la manière dont nous interagissons avec le monde, mais elles soulèvent aussi des questions importantes sur la vie privée et l'éthique. Imagine un monde où n'importe qui pourrait obtenir des informations personnelles sur vous en quelques secondes. Cela pourrait transformer nos interactions sociales et professionnelles de manière profondément différente. L'aspect positif est bien sûr la commodité et l'efficacité accrue dans l'obtention d'informations. Par exemple, cela pourrait être utile dans un contexte professionnel pour se souvenir des détails sur un contact lors d'une réunion. Ouais, je te trouve un petit peu positive, Juniper, l'aspect professionnel ça pourrait être sympa, mais voilà, il y a aussi tout cet aspect qui pourrait être utilisé entre guillemets à mauvais escient pour essayer justement de peut-être récupérer des informations sur les personnes. Imaginez si vous rentrez dans un magasin, qu'on arrive à détecter tous vos réseaux sociaux, de savoir ce que vous avez aimé ou pas, peut-être pour donner des informations derrière aux vendeurs, ce genre de choses-là. Donc voilà, un futur potentiellement qui pourrait être un petit peu dystopique. Après, honnêtement, ce qu'ils ont fait, ça aurait pu être très bien fait avec un smartphone, c'est juste que l'outil des lunettes permet de changer un petit peu la vision qu'on a sur ce genre de choses-là. C'est plus discret de prendre des photos des personnes avec des lunettes qui ont une caméra un petit peu dissimulée, mais ça aurait pu très bien être fait avec un smartphone, avec une caméra cachée. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, avec en tout cas les outils qui existent aujourd'hui comme Pim Eyes, et derrière pourquoi Pim Eyes ils sont capables de retrouver les photos des personnes, tout simplement parce qu'ils ont un modèle d'intelligence artificielle qui est capable de vraiment reconnaître les visages des personnes et donc de retrouver dans leur base de données qui comporte des millions de photos de personnes, de retrouver tous les visages qui correspondent au visage de la personne que l'on recherche. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine pour la partie actualité, puisque je veux pas faire un épisode trop long et la conférence était plutôt longue, mais avant de passer sur cette conférence, je voulais quand même vous faire un petit point sur les utilisations que j'ai eues de l'IA de la semaine. Alors, première chose, il y a eu l'application Lens de Google, qui est intégrée à l'application Google, qui est disponible sur Android et iPhone, que j'ai trouvé assez impressionnante. Ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité justement cette semaine, où en fait, en prenant une photo, on peut tout simplement retrouver l'objet qu'on a pris en photo sur des sites de e-commerce. Et ça marche assez bien. On prend en photo une caméra, j'en sais rien, un thermomètre ou autre. Je dis ça parce que j'ai testé ça sur un thermomètre
justement numérique, et en prenant la photo, il a été capable de retrouver le modèle et de me lister plusieurs sites internet qui vendaient ce thermomètre, donc c'est assez impressionnant. Ils ont aussi rajouté la partie analyse vidéo, avec la capacité du coup de regarder une vidéo, de poser des questions sur la vidéo qu'on est en train de regarder. Ça, j'ai pas pu le tester directement, mais il donne un exemple avec un banc de poisson, où il pose des questions sur le banc de poisson, quel type de poisson c'est, pourquoi il y a un banc de poisson, comment ça fonctionne, etc. Et du coup, derrière, l'intelligence artificielle est capable de donner des réponses sur les questions que la personne pose. Ensuite, on a eu la sortie aussi une nouvelle fonctionnalité en bêta pour les utilisateurs payants de ChatGPT qui s'appelle Canvas. Et cette fonctionnalité, tout simplement, elle vous permet de voir directement ce que peut produire en termes de code ou en termes de formatage de texte ChatGPT. Donc, par exemple, si vous lui demandez de vous écrire une page HTML d'un site internet, ça va directement s'afficher sur le côté avec un petit encadré dédié au code, et vous allez directement pouvoir sélectionner les parties du code que vous voulez modifier, si vous voulez l'améliorer, ce genre de choses-là. Ça ressemble un petit peu à la fonctionnalité Artefact qui est proposée par Claude d'Anthropic. Et donc ça, si vous faites un petit peu de développement avec ChatGPT, ça peut être assez utile. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils peuvent le faire avec une partie texte. Donc par exemple, moi je lui ai demandé de me créer une histoire une histoire pour enfants. Il m'a généré une histoire pour enfants avec un texte du coup qui était dédié sur le côté, qui n'était pas directement dans notre conversation. Donc ça sépare la partie conversation de la partie texte qui est à côté. Et dans cette partie du coup texte, j'ai pu constater que je pouvais modifier ce dernier en, par exemple, le rendant plus long, plus court, en modifiant le style d'écriture. Je pouvais faire un style d'écriture plus enfantin ou un style d'écriture plus adulte, et on pouvait aussi changer la longueur du texte. Donc ça permet de faire pas mal de choses qui avant auraient nécessité pas mal de prompts, on aurait dû réécrire des choses, et où à chaque fois il est obligé de rédiger entièrement tout ce qu'il avait déjà réécrit en réécrivant tout depuis le début. Là ça permet de le faire de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus intuitive. Donc si vous êtes des gros utilisateurs de ChatGPT, n'hésitez pas à tester cette fonctionnalité. Elle n'est disponible pour l'instant que sur l'application web, sur la page internet de ChatGPT. Elle n'est pas encore disponible sur l'application Mac, par exemple, que moi j'ai tendance à pas mal utiliser. Donc voilà, pour info, il faudra passer par cette dernière. Ensuite, dernière utilisation de l'IA de la semaine qui était assez intéressante, c'est le nouveau modèle Flux 1.1, donc Flux qui est un modèle open source assez impressionnant en matière de génération d'images. Et donc là, ils ont sorti une mise à jour qui est extrêmement réaliste, qui permet de faire des photos très 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 réalistes. J'en posterai quelques-unes sur Instagram, comme ça vous pourrez regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous enverrai aussi je mettrai en description le lien d'un site internet qui vous permet de tester ce modèle et cette dernière version du modèle gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour justement tester ce dernier. Voilà, c'était tout pour la partie news et la partie IA de la semaine. On va pouvoir passer ensuite à la conférence, mais avant de conclure, je voulais laisser un petit peu Juniper s'exprimer et dire un petit peu ce que tu penses de tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. C'est vraiment impressionnant de voir toutes ces nouveautés dans le domaine de l'IA. L'outil Lens de Google semble rendre la recherche d'objets encore plus accessible et fluide, ce qui peut être très utile au quotidien. L'analyse vidéo, c'est une autre avancée qui montre comment l'IA peut transformer notre manière de consommer du contenu. Et avec ChatGPT Canva, on voit bien que l'IA devient de plus en plus interactive et personnalisable. Cela ouvre vraiment des possibilités pour les développeurs et les créateurs de contenu. Quant à Flux 1.1, ça montre bien que la génération d'images par IA continue de progresser à pas de géant. C'est incroyable de penser à la qualité des images qu'on peut obtenir maintenant avec des modèles open source. Dans l'ensemble, on voit bien que l'IA est en train de s'intégrer de plus en plus dans notre quotidien, rendant beaucoup de tâches plus faciles et rapides. Mais comme toujours, il faudra rester attentif à l'utilisation éthique et responsable de ces nouvelles technologies. Merci beaucoup Juniper pour ce dernier mot. Et est-ce que tu pourrais juste dire un petit message d'au revoir et de conclusion pour terminer ce podcast? Essaye de rester bref s'il te plaît. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cet épisode de Tsunami IA. C'était un plaisir de partager ces actualités avec vous. Restez curieux et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de l'IA. Super, merci pour la conclusion. Allez, ciao, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao. Ok, donc du coup, l'intelligence artificielle,
Ça fait un petit 1 an et demi, on va dire que c'est un peu le buzzword du moment. Hein. Donc forcément, il y a eu ChatGPT qui est arrivé. Et derrière, ça a forcément fait pas mal de bruit. Mais il y a plein de choses dans l'intelligence artificielle. Déjà, c'est pas quelque chose qui est tout nouveau. Hein. Si tu regardes la partie recherche sur le sujet, il y a des mecs qui bossent sur le sujet depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Enfin, c'est pas quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est juste qu'avec ChatGPT, ça a un peu apparu aux yeux du public. Et même les mecs qui bossaient dans le domaine, quand ils ont vu ChatGPT arriver, ils se sont dit « Ah oui, bah, c'est un peu un truc qu'on connaît, quoi. » Et ils ont été impressionnés de voir l'engouement qu'il y a eu sur l'utilisation de ChatGPT. Ils se sont même dit « Bah putain, c'est bizarre, ok, ça intéresse les gens. » Parce qu'il y avait eu des tentatives qui avaient été faites avant, mais sur des milieux plus fermés, où ça n'avait pas du tout marché. Et où voilà, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un engouement là-dedans. Et donc, ChatGPT, c'est un tout petit bout de l'IA, et qui a une très bonne visibilité, mais il faut se dire que ça reste une petite chose parmi tout un écosystème qui est en train d'évoluer et de toucher énormément de domaines dans pas mal de choses. Et donc la première chose, je pense, qui est intéressant de faire en distinction, c'est de faire la distinction entre la grosse enveloppe, on va dire, intelligence artificielle, et le sous-groupe qui est l'intelligence artificielle générative, dont fait partie ChatGPT. Et donc quand on parle d'intelligence artificielle générative, on parle de tout ce qui est intelligence artificielle qui est capable de générer des données, de générer quelque chose. ChatGPT, il génère du texte. Après, il y a des intelligences artificielles, par exemple Midjourney, qui génèrent des images. Donc on va lui demander, je veux une image d'une maison au bord de la mer, etc. Et il nous génère cette petite image. Il y a des intelligences artificielles qui vont être capables de générer des objets en 3D. Il y a des intelligences artificielles qui vont générer de la vidéo. Pas mal de choses différentes. Ça, c'est la partie générative. C'est un petit peu ce qui a mis, on va dire, aux yeux du... Enfin, on va dire que sur le devant de la scène, l'intelligence artificielle sur, on va dire, cette dernière année et demie, on va dire 1 an, 2 ans, quoi. Et la particularité qu'il y a sur ChatGPT, c'est pareil, c'est encore un sous-groupe de l'intelligence artificielle générative, c'est qu'on va parler de LLM pour Large Language Model. Et qu'est-ce que c'est un LLM ? C'est une intelligence artificielle qui a été entraînée à générer des mots. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en gros, on lui a donné un corpus de texte qui est vraiment massif, hein. On parle de l'équivalent de tout ce qui a été écrit par l'homme aujourd'hui quasiment, donc tous les livres qui sont disponibles, tout ce qui a été scanné, tout, vraiment ils essaient de prendre le maximum de données possible, parfois même avec des données qui sont sous copyright, et ça c'est ce qui peut des fois causer des problèmes, hein. Donc ils vont aller récupérer des journaux du New York Times, ils vont récupérer tout ce qui est dans les livres connus, etc. Parfois même des livres du coup qui sont sous copyright, mais pour l'instant c'est quelque chose qui est un petit peu en débat, on va dire, sur la partie juridique, donc ça on verra un peu comment ça évoluera. Mais en tout cas, bref, on se base sur énormément de données liées à la littérature ou autre. Et avec tout ça, on va entraîner une intelligence artificielle à réussir à deviner ce qui va suivre derrière une suite de mots. Donc le but vraiment à la base, c'est de faire des phrases à trous, quoi. Donc on va lui dire le chien est... Moi, je sais pas, gentil, marron, en train de courir. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui vont derrière à la suite. Et le large language model, lui, il va marcher en termes de probabilité. Et par rapport au contexte qu'il a, il va se dire qu'est-ce qui est le plus logique d'aller juste là. Donc si je lui dis le chat est noir et le chien est, peut-être qu'il va choisir une couleur, blanc par exemple, ou marron. Parce que le chat, il avait une couleur. J'ai pas dit le chat est en train de manger et le chien est... là, peut-être qu'il dira aussi en train de manger. Il y a plein de possibilités. L'idée, c'est vraiment qu'il va essayer de compléter ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qui fait que du coup, on peut avoir l'impression des fois qu'il est ultra intelligent, alors qu'en fait, il est très bête sur certaines questions. Ça peut nous paraître parce que sur ses capacités linguistiques, il va nous faire des textes qui sont incroyables parce qu'il se base sur des textes qui, à la base, sont très bons. Hein. Ça va être des textes de livres ou autre, quoi. Donc, il a un niveau, on va dire, de puissance à l'écrit qui est hyper élevé. Mais à la fin, il ne faut pas oublier que ce qu'il fait, c'est qu'une espèce d'étude statistique qui va te permettre juste d'avoir le mot qui suit après. De base, hein. Vraiment, ça, c'est le modèle de base sans affinage, on va dire. Et donc, c'est pour ça que des fois, il peut te faire des trucs très bons, mais des fois, il peut te faire des trucs très mauvais. Et il peut avoir un problème qui peut arriver, qu'on appelle les hallucinations. C'est-à-dire qu'il peut déblatérer un truc qui est complètement faux, quoi. Parce que ça fait sens, ça ressemble à quelque chose qui fait sens. Ça peut être, par exemple, un faux article de loi. Donc, écrire dans un style loi, c'est un style très connu. Enfin, on va dire, on sait à quoi ça ressemble, quoi. Qui va se baser sur tous les articles de loi. Et puis, il va te dire, selon l'article, un tel, le truc du machin et tout, tu vas le lire, tu vas dire, ça ressemble à un article de loi, hein. Mais ça n'en est pas un, ça n'existe pas. Si tu regardes sur Internet, tu vas voir que ça n'existe pas. Et donc, pour pallier à ça,
les modèles, ils les ont un petit peu complexifiés. Et en fonction de ce qu'on lui demande, ils vont faire intervenir des fois des sous-modèles ou d'autres choses en fait. Ou par exemple, il va se dire, tiens là, il me pose une question, ce serait pertinent que j'aille chercher sur Internet. Et donc là, ça va lancer un autre sous-modèle qui, lui, va aller chercher sur Internet, essayer de récupérer l'info et la rebalancer. Mais c'est pareil, le modèle. Et donc, du coup, pour en revenir à ChatGPT et les large language models, etc., il va parfois du coup être capable d'aller chercher sur Internet si on lui pose une question un petit peu plus avancée en mode selon tes informations, si tu vas chercher sur Internet, donne-moi les infos sur tel truc. Sauf que quand il fait ça, il y a un autre défaut qu'il faut pas oublier, et ça c'est un truc où des fois quand on commence à se servir de ChatGPT, on a l'impression que c'est magique, qu'il peut aller chercher partout, mais en fait il est limité à certains sites Internet, il n'est pas capable d'aller chercher sur l'ensemble d'Internet. Donc il y a quand même une distinction à faire, et ça dépend de quelle IA on utilise. Il y a des IA qui ont une capacité d'aller chercher sur un peu plus de sites Internet que d'autres. Il y en a une par exemple qui est spécialisée là-dedans, elle s'appelle Perplexity. Donc là c'est vraiment du moteur de recherche mais intelligence artificielle quoi, qui va être capable d'aller chercher pas mal de sites internet. Mais ChatGPT lui il a un peu une liste de sites qui l'autorise à aller fouiller dedans quoi. Et il peut pas aller chercher partout. Typiquement un site comme le New York Times, ChatGPT il peut pas. Il n'a pas le droit parce que le New York Times a dit non, je ne vais pas avoir de bot entre guillemets qui scanne mon site, et donc il n'a pas accès à ça. Et donc c'est pour ça que des fois il faut faire attention parce qu'on va lui poser une question. La réponse, elle va ressembler à une réponse comme si c'était un expert qui connaissait tout sur tout, et comme s'il avait fait une recherche vraiment complète, mais en vrai non. Et vu qu'en plus la façon dont il a tendance à répondre, elle est assez, on va dire, assertive, enfin assez sûre de lui, quoi. On peut penser qu'il nous a dit une vérité, alors qu'en fait non, si on regarde un petit peu, ou si on lui pose une question sur un sujet que nous on connaît très bien, on peut se rendre compte qu'il se plante complètement, quoi. Donc c'est là où il faut faire un petit peu attention. Mais la contrepartie aussi, c'est qu'on peut aussi le customiser entre guillemets, et ça c'est assez facile à faire, et on peut nous lui donner les données dont on a besoin. Donc typiquement dans l'immobilier, un truc qui marche bien, c'est de lui donner un PLU, et de lui dire va chercher dans le PLU, regarde les infos qu'il y a dedans, et dis-moi si par rapport aux infos que tu as dans le PLU, ça fait sens de, je sais pas moi, combien il y a de places de parking sur telle zone, ou combien. Et là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher dans la base de données qu'on lui a donnée, donc, par exemple le PLU ou 2-3 textes, etc. comme ça, et il va pouvoir aller nous récupérer les infos. Mais là, encore une fois, c'est pas magique. Si les données, elles sont pas vraiment propres, entre guillemets, donc si un coup, je sais pas, il y a un bout de PDF, un bout de Word, et puis le PDF, il y a des graphiques, et puis des fois, ça a été scanné, donc c'est pas... Mais des fois, les données, il va passer à côté, quoi. Donc il y a aussi des fois un travail où il faut lui donner des données un peu propres et peut-être un peu concises, parce que s'il y a un peu trop de données, et que dans la quantité de données qu'on lui donne, il y a beaucoup de choses qui nous intéressent pas, ou qu'il n'est pas capable, lui, d'interpréter, à la fin, on va avoir quelque chose qui sera pas forcément qualitatif, parce que sur la détection, typiquement, des images, ChatGPT, il a un modèle dédié, ce qu'on appelle un modèle de vision, où on lui donne une photo, il est capable d'analyser ce qu'il y a sur la photo. Ça, si on lui file un doc avec 300 photos dedans, il va pas être capable d'analyser les 300 photos. Parce que le modèle, il est bridé, entre guillemets. OpenAI, ils ont des serveurs à payer, ils vont pas te faire un truc open bar où le modèle, il peut chercher pendant des heures. Ils vont faire un truc un peu limité où il va chercher peut-être une photo, 2 photos, puis après, il a atteint son temps maximum de réponse, puis il va te balancer la réponse comme s'il avait lu tout le doc, alors que c'est pas vrai. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué des fois quand on commence à s'en servir et on se dit j'ai l'impression d'arriver à quelque chose et puis finalement j'arrive pas à voir ce que je veux, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu sur la partie ChatGPT. Je sais pas si vous avez déjà des questions là-dessus ou pas. Est-ce que tu dois vérifier finalement ce qu'il te dit? Moi je conseille pour moi il faut un peu toujours vérifier ce qu'il te dit. Ouais. Pour l'instant c'est pas encore parfait là-dessus. Alors ça dépend quelle était la complexité de ta question. Mais si tu commences à lui demander des trucs très complexes, malheureusement pour moi il faut encore vérifier. Mais ça fait qu'évoluer, donc pour l'instant c'est vrai ce que je te dis là, mais tu vois peut-être que dans 2-3 mois il y aura un nouveau modèle qui marchera mieux. Parce que typiquement là il y a une semaine et demie là, ils ont sorti un nouveau modèle de ChatGPT qui s'appelle O1, où c'est un modèle qui a pour but de justement répondre à des questions plus complexes qui demandent plus de réflexion. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un système récursif en fait. Donc au lieu de répondre à ta question de but en blanc, il va essayer de faire un cheminement de pensée en découpant ta question en plusieurs étapes, parce que des fois une question simple, elle peut demander tout un cheminement de réflexion, et après il va essayer de suivre ce cheminement de réflexion, et tout en contrôlant qu'il ne perd pas route et qu'il ne se perd pas, tu vois, sur le cheminement de pensée, et ça peut te faire des réponses du coup très structurées, où en plus après tu vois un peu par quelle étape il est passé. S'il y a des calculs, il peut même te mettre les calculs, et ça typiquement si tu commences à lui donner des infos sur une opération, tu lui dis j'achète à temps, je revends à temps, les travaux ça va me coûter tant, etc.
et voilà, fais-moi vraiment une étude de la rentabilité de l'humain, etc. Il va vraiment te faire un truc assez propre, tu vois. Donc ça peut être vraiment pas mal. Alors il met plus de temps, hein, il met, je sais pas, 1 minute 20, tu vois, 2 minutes des fois pour te répondre. Par contre, après, t'as un truc qui est vraiment, vraiment structuré, tu vois. Donc, je sais pas, là, on peut faire un petit test, tu vois, par exemple. Donc, si je lui dis, par exemple, alors on va utiliser la fonction voix, comme ça, ce sera encore plus pratique. Je suis en train de faire un petit atelier qui parle d'intelligence artificielle. Et j'aimerais que tu me construises une présentation, un plan qui pourrait résumer un petit peu les choses clés qu'il y a à savoir avec l'intelligence artificielle. Et voilà les étapes un petit peu clés et intéressantes, sachant que je m'adresse à un public d'investisseurs et d'entrepreneurs qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes du domaine. Voilà, là tu lui balances. Comme ça, il te fait... t'as même pas besoin de taper. Et on va voir ce qu'il nous dit. Et ça, tu vois, pour en revenir à ce que je disais, donc tu as l'intelligence artificielle générative. Là, typiquement, j'utilise une autre intelligence artificielle qui n'est pas une intelligence artificielle générative, qui va être, elle, juste là pour convertir de l'audio en texte. Donc ça, c'est des autres trucs où, voilà, typiquement, avant, tu avais un audio, tu voulais convertir en texte, fallait écouter, fallait taper, etc. Maintenant, tu n'as plus besoin, tu as des IA qui vont te faire du audio vers texte, du texte vers audio, et qui font ça en plus de façon hyper quali et avec très peu d'erreurs. Et ça, typiquement, quand tu as des rendez-vous, des meetings ou quoi, tu mets ton dictaphone, t'enregistres ou je sais pas quoi, à la fin tu balances à une IA, elle est capable de te faire la conversion complète de ce que tu as raconté, et puis derrière même te faire un résumé, te trouver peut-être les plans d'action qu'il y avait à faire pendant ta réunion ou quoi. Et ça, t'en as plein des intelligences artificielles qui marchent là-dessus, qui marchent super bien. T'en as une qui s'appelle Firefly par exemple, donc elle s'invite à ta réunion. Donc du coup, dans ta réunion, tu as une IA qui vient en plus, et puis à la fin, elle te fait un résumé, elle te dit tous les... Ouais, c'est un site internet. C'est donc firefly.ai. C'est comme un site internet et c'est assez bien foutu. Donc là, tu vois, par exemple, il m'a fait un plan découpé. Donc introduction à l'intelligence artificielle, définition de l'IA, historique et évolution, différence entre IA, apprentissage automatique et apprentissage profond. Bon là on est plus sur de la partie un peu technique. L'état actuel de l'IA, avancées récentes, technologies clés, applications par secteur, l'IA dans les affaires, transformation des modèles économiques. Bon, il est parti sur un truc un peu généraliste, tu vois. Et il m'a fait voilà tout un plan. Alors là, c'est pas une question hyper compliquée, donc ça ressemble un petit peu aux réponses qu'il pouvait faire de base. Mais dès que tu commences à faire des questions un peu avec des problèmes mathématiques ou ce genre de choses-là, il est capable de te faire des trucs assez avancés. Et typiquement, une question de base de ChatGPT qu'il n'est pas capable de faire, c'est tu lui dis de compter les mots dans un texte. Il est perdu, tu lui dis fais-moi un texte de 400 mots, il sait pas, il te fait 450, il te fait 300, il te fait 200, parce qu'il c'est pas fait pour compter. Lui, il fait que essayer de trouver le mot qui suit celui qui vient après. Donc du coup, il sait pas compter les mots qui te balancent. Avec ce modèle-là, il est capable de le faire. Il est capable de dire, là, j'ai fait un texte de tant de mots, de comprendre un petit peu, d'arriver à compter, voire même s'il faut créer un petit bout de code pour qu'il puisse compter les mots un par un. Enfin bref, il arrive à te le faire, tu vois. Alors que le modèle de base, ça, il est perdu, tu vois. C'est pour ça que c'est marrant, parce que des fois, sur des questions spécifiques, il va te faire une très bonne réponse où il va paraître être vraiment ultra intelligent. Puis à côté, tu lui poses une question toute bête que n'importe quelle personne serait capable de faire. Tu vois, compter les mots dans une phrase ou le nombre de lettres dans une phrase, et il est à la ramasse, il n'arrive pas à le faire. Donc tu vois, tu as un peu un décalage des fois qui peut être assez étonnant, quoi. Après, pour continuer sur la partie IA générative, donc ChatGPT, c'est la partie texte. Il y a aussi la partie image. Donc typiquement la partie image, si on revient un petit peu au contexte de l'immobilier, maintenant tu as des modèles où tu lui files une photo de ton appart éclaté, et lui il te fait la même pièce mais rénovée comme si tu avais eu un mec Photoshop qui t'avait fait un truc super beau avec les meubles, etc. machin, sauf que toi t'as rien eu à faire, tu vois. Et tu peux même le faire avec tes propres photos. Moi par exemple, j'ai eu le cas où j'avais fait photo d'un appart qui devait être mis en vente, tu vois, une open marchand, et il manquait un canapé ou la cuisine ou je sais pas quoi ou machin. J'ai pris la section de la photo où il fallait rajouter le canapé, j'ai fait rajoute-moi un canapé, et poum, il te rajoute un canapé, tu vois. Tu peux meubler un truc qui était pas meublé. Dans la cuisine, il manquait une porte de cuisine, j'ai sélectionné la zone, j'ai fait rajouter une porte de cuisine, il a rajouté la porte de cuisine, quoi. Donc là, c'était avec Photoshop. Sur ChatGPT gratuit. Non, ça c'est pas avec ChatGPT, c'était avec Photoshop et avec le module qui s'appelle Firefly. Je vais bien rajouter le module. Alors c'est intégré, hein, tu peux même le faire en ligne. Hein.
C'est juste que Photoshop, ils ont intégré quelque chose qui permet de, plutôt que de faire à l'ancienne, où tu vas chercher une image, tu la colles, tu fais ton calque et tout, les trucs qui étaient super durs à faire avant, là tu sélectionnes et tu lui dis rajoute-moi un truc. Et il te le génère avec une IA. Après, pour ChatGPT, tu peux générer des images avec, mais effectivement, tu ne pourras pas lui donner une image et lui dire de la modifier. Il va être capable de comprendre l'image que tu lui as donnée, il va t'en régénérer une, mais elle ne sera pas tout à fait pareille. Donc par exemple, si c'était une pièce, les murs ne seront pas au même endroit, les fenêtres ne seront pas au même endroit. C'est comme ça que travaille Rénov. Je connais pas. C'est le frigo. 3D là. Si, et puis ils te font des... Sûrement ça, ouais. Une photo et tu sais, ils te font avec un petit curseur. Ah oui, ouais, c'est sûr, ouais. T'en as plein, hein. T'en as un, j'avais vu, il y en a un qui s'appelait Room GPT. Tu lui filais une image, il te faisait le truc décoré, etc. C'est la même idée. Ce qu'ils ont fait, eux, pour faire ça, c'est qu'ils utilisent un modèle de génération d'images, sauf qu'ils rajoutent une étape où ils contraignent le modèle à respecter l'image de départ. T'as la même chose pour les photos de profil. Maintenant, tu as des trucs, il y a un moment donné, c'était à la mode, tu avais une appli, tu mettais ta photo, où tu en mettais, 5-10 pour qu'il ait bien une compréhension de ton visage. Et après, il te générait ta photo en mode Marvel, ta photo en mode je sais pas quoi, en mode astronaute, en mode bidule. Et ça, en fait, c'est parce que le modèle, il était entraîné avec ta tête, et puis derrière, il générait des trucs, et il arrivait à faire un truc. Ça devient assez facile à faire. Enfin, assez facile. Faut être un peu geek, on va dire, quand tu dois un peu pousser le truc, mais c'est vraiment devenu accessible. C'est possible avec des logiciels qui sont open source. Donc open source, ça veut dire qu'ils sont gratuits et disponibles de tout le monde, que le code il est disponible, tout le monde peut le regarder, donc tout le monde peut le modifier et le faire évoluer. Donc quand tu as des grosses communautés qui travaillent sur ce genre de truc, ça te permet des fois d'avoir des choses hyper avancées pour gratos, quoi. Et c'est ce qui fait que maintenant c'est très facile de faire des deepfakes aussi. Parce que prendre la photo de quelqu'un et puis la coller sur un autre truc et faire des échanges comme ça, c'est vraiment devenu simple. Si tu regardes en fait le concept de prendre une photo de ton appart et puis le mettre en mode rénové, en soi c'est un deepfake. C'est le même concept, quoi. C'est que tu prends une photo d'origine, puis tu la modifies avec l'IA, et à la fin tu as une photo où tu as l'impression que c'est une vraie photo, alors qu'en fait ça a été un mix d'une vraie photo et puis du modèle d'intelligence artificielle, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un des trucs qui devient hyper facile, ce qui fait que c'est aussi un des sujets, hein, c'est qu'il faut se méfier entre guillemets de ce qu'on va pouvoir, de ce qu'on voit sur internet et de pas mal de choses, parce que c'est quelque chose qui devient très accessible, y compris maintenant avec la voix. Donc on peut falsifier la voix de quelqu'un avec 1 ou 2 minutes d'enregistrement, tu peux réussir à refaire sa voix, tu peux réussir à faire des trucs assez poussés, et c'est de plus en plus facile d'accès, quoi. Donc on va voir, je pense, aussi des arnaques qui vont apparaître, et ça va toucher tout le monde. C'est un peu comme les faux documents sur les dossiers des locataires, tu vois. Vu que maintenant c'est assez facile, t'as Photoshop, t'as Adobe, t'as Bidule, t'as machin, t'as Canva, bidouiller un doc, c'est assez simple, quoi. Avant c'était plus compliqué, mais maintenant c'est assez simple, donc du coup y a des gens qui le font. Et là ça va être pareil, quoi. Si c'est facile de copier une voix, de copier une photo, de copier ce genre de choses là, ça va être assez facile de tricher sur pas mal de choses, quoi. Est-ce que vous avez des questions du coup là, peut-être un peu sur ces sujets-là déjà? Donc là on parlait un peu de l'aspect IA générative. Après, pour faire juste le petit détour, on va dire, qui est plus informatif mais qui va moins nous toucher, en tout cas sur l'activité qu'on fait, c'est plus qu'est-ce que fait l'IA dans d'autres domaines. Donc typiquement, dès que tu as des très gros volumes de données et que tu as besoin de trouver, on va dire, un peu l'aiguille dans la botte de foin, c'est là où l'intelligence artificielle elle est hyper puissante. Donc typiquement en ce moment, il y a énormément d'évolutions sur la création de médicaments, parce que la création de médicaments, c'est quoi? C'est trouver la bonne molécule qui va marcher au bon moment de la bonne façon parmi des milliards de possibilités. Et donc là, il y a énormément d'avancées qui sont en train d'être faites sur les médicaments, mais aussi sur des nouvelles protéines qui sont découvertes, sur des nouveaux types de produits chimiques aussi, des détergents, des machins, enfin il y a plein de trucs comme ça. Ça pour l'instant on le voit pas, mais c'est des choses qui vont plus tard avoir un vrai impact sur nous dans la vie de tous les jours, quoi. Pour l'instant c'est au stade de recherche, mais typiquement grâce à l'IA tu peux avoir des infos sur un patient, tu connais ces infos en détail et tu peux savoir exactement comment le médicament va agir sur ce patient par rapport aux infos que tu as sur lui. Et ça, tu pourrais pas te permettre de le faire si tu n'avais pas la puissance d'une intelligence artificielle qui, elle, va pouvoir calculer tout ça de façon un peu précise et rapide. Là où avant, tu aurais dû faire un truc à la main qui t'aurait pris vraiment très longtemps et qui n'était pas viable du coup
dans la médecine de tous les jours. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir voir apparaître, où en fait, on va pouvoir se dire, d'après ton patrimoine génétique, ce médicament-là, on sait qu'il va mieux marcher, quoi. Donc ça va vraiment permettre des grosses avancées aussi sur cette partie-là. Tout ce qui est étude des matériaux aussi, c'est un truc où il y a pas mal d'avancées, parce que tu peux donner les contraintes que tu as pour le matériau que tu veux créer, et puis l'intelligence artificielle va être capable de tester des milliers de choses de façon virtuelle pour savoir ce qui peut vraiment fonctionner ou pas. Et donc voilà, tu as aussi tout ce travail-là, quoi, sur les algorithmes, sur ce genre de choses-là. Hein. Au final, l'algorithme de TikTok ou de YouTube ou quoi, c'est pareil, hein, c'est de l'intelligence artificielle derrière. C'est juste que c'est d'autres types de modèles qui travaillent de façon un petit peu différente, mais l'idée de départ, c'est qu'à chaque fois, il faut que tu aies beaucoup de données et besoin d'affiner quelque chose, d'optimiser quelque chose à partir de toutes ces données-là, quoi. Et c'est là où tu as vraiment un impact important pour l'intelligence artificielle, quoi. Et c'est ce qui fait aussi que ça va arriver progressivement et impacter pas mal de métiers, mais c'est pas non plus, tu vois, un truc où du jour au lendemain on va tous être au chômage, quoi. Sauf si on arrive à faire l'intelligence artificielle générale, mais bon, ça c'est l'autre sujet, quoi. Là tu passes plus sur parce que tu as différents stades, on va dire, d'évolution d'intelligence artificielle. Et le stade un peu avancé sur lequel on fabule, donc Terminator, la SF, etc., c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. C'est le moment où tu as une intelligence artificielle qui est aussi intelligente, on va dire, qu'un humain, mais sur tous les aspects, quoi, et qui est surtout capable de s'améliorer elle-même. Et à partir de ce moment-là, il y a plusieurs théories, quoi. Il y en a qui pensent que ce qui pourrait se passer, c'est que l'intelligence artificielle, elle s'améliore elle-même, mais très très rapidement, à un point où on ne comprend plus du tout ce qui est fait, et où du coup potentiellement elle peut être dangereuse pour nous. Parce que tu sais pas si tu vas avoir les objectifs de l'IA qui seront alignés avec les objectifs de l'humanité. Et c'est pour ça que les grosses boîtes travaillent sur ce qu'ils appellent l'alignement, pour être sûr que une intelligence artificielle, elle reste alignée avec les mêmes intérêts que l'humanité, quoi. Parce que s'il y a un désalignement et que l'intelligence artificielle, son intérêt c'est un truc et que c'est pas le nôtre, potentiellement ça pourrait faire des dommages envers l'humanité. Et si c'est quelque chose qui est plus intelligent que nous, qui va plus vite que nous, on serait un peu mal, quoi. Ils sont en train d'avancer sur l'ordinateur quantique. Alors ouais, ça c'est pas tout à fait la même chose, mais ouais, donc les ordinateurs quantiques, c'est aussi un sujet qui avance beaucoup, mais c'est pas ce qui va créer un gros lien avec l'IA. En fait, les ordinateurs quantiques, à quoi ils servent? Ils servent à résoudre des problèmes où on a des milliards de possibilités, mais on sait comment, entre guillemets, tester le système. Et l'idée, c'est de tout tester en même temps et d'aller chercher la solution qui nous va. Et c'est à ça un petit peu que l'ordinateur quantique il sert, en fait. C'est qu'un ordinateur normal, si tu lui dis de tester des trucs, il va les tester un par un. L'ordinateur quantique, en fait, il est capable de tout tester d'un coup. Et après, c'est à toi d'aller chercher la solution que tu veux. Mais donc, tu as un problème mathématique, quoi, et au lieu de tester un par un les trucs, lui, il teste tout d'un coup, et tu vas juste chercher la solution qui te va. Donc, c'est quand même un truc qui est très, 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 très spécifique. Donc, c'est pas dit que ça se couple bien avec l'IA, ou voilà, mais en tout cas, il pourrait y avoir aussi des interactions, enfin, des liens entre les deux. Hein, et... Moi, j'ai une question. Là, pour moi, il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport au PLU. Ouais. Est-ce qu'en utilisant Firefly, c'est par Photoshop? Alors Firefly, t'as deux. Ce qui est chiant aussi, c'est qu'ils aiment bien avoir les mêmes noms. Donc t'as Fireflies.ai, où là c'est que pour les réunions. C'est un truc qui est fait que pour faire de l'enregistrement de ce que tu racontes, le mettre en texte et te faire des résumés de tes réunions, en gros, tu vois, ou des réunions autres, hein. Tu mets une conférence, tu balances une conférence, il te fait un résumé de la conférence. Après, tu as le module Firefly de Adobe qui est juste en gros la génération par intelligence artificielle intégrée à Photoshop. C'est deux trucs différents. Et après, ce qu'on regardait par rapport au PLU, là c'est plus du ChatGPT qu'il va falloir regarder, c'est-à-dire un large language model, où tu vas lui donner des données, comme un PLU, donc tu lui balances le texte du PLU, etc. Du PLU. Voilà, et tu lui dis va chercher dedans. Et là, c'est justement... Et justement, c'est ça ma question. Ouais. Si moi, par exemple, je vais être au taquet sur des zones, par exemple, pour rehausser le baraque. Ouais. Comment je fais pour dire à ChatGPT vise ça? Il faut que tu arrives à lui découper le problème. Parce que si tu lui balances comme ça, il ne saura pas faire. Parce que c'est une question trop compliquée. D'accord. Et tu vois, le modèle dont j'ai parlé là, Owen, c'est peut-être un modèle qui pourrait commencer à répondre à ça. Mais pour l'instant, ce modèle-là, il n'est pas capable de lire les images, il n'est pas capable de lire les documents.
Donc c'est pour ça peut évoluer rapidement. Pour l'instant, il sait pas faire, il sait faire qu'avec le texte. Si tu lui balances un copier-coller du PLU complet, il va être capable de bien te l'analyser, mais il va analyser que le texte, il n'aura pas l'image, tu vois. Donc tu vas être un peu coincé parce que les PLU, il y a les zonages, il y a des trucs comme ça, tu vois. Donc même lui, il ne saura pas trop quelle zone correspond à quoi. Mais après, si tu as tout sur format texte ou sur format de tableau, il peut te faire des trucs pas mal. Donc typiquement, tu peux peut-être faire un extrait dans DVF où tu as les zonages avec les rues, etc. Donc là, comme ça, tu sais, bon, bah là, j'ai tous mes zonages, j'ai tous mes trucs. Un extrait du PLU, mais juste en format texte. Hein. Vraiment, tu copies-colles le PDF, tu le mets en texte dans un Notepad, hein, dans ton bloc-notes, vraiment juste du texte. Et tu lui donnes les deux et tu lui dis, bah voilà, là, tu as les extraits DVF, là, tu as les extraits du PLU. Avec ces informations-là, est-ce que tu peux me dire s'il y a des zones qui sont plus pertinentes pour la partie rehaussement ? Là, il va peut-être réussir à te faire un truc, parce que normalement, sur les extraits DVF, tu as la zone cadastrale. Tu vois, lui, il n'a pas besoin de lire une image en soi, il a juste besoin de savoir la zone cadastrale, l'adresse qui va avec. Et c'est pour ça que tu vois, faut souvent, pour aller vraiment loin dans l'intelligence artificielle, il faut réussir à comprendre les limites du truc pour lui donner ce dont il a besoin pour réussir à faire des trucs vraiment bien. Parce que si tu lui balances juste le PDF, il va te raconter n'importe quoi, tu vas bon, ça marche pas, tu vas lâcher le truc. Alors qu'en fait, si tu lui présentes les infos de la bonne façon, il peut vraiment te faire un truc bien, tu vois. Mais avec certaines limites. Et une des autres limites qu'il peut y avoir, c'est la quantité de données qu'il peut mettre en mémoire. Et ça s'appelle le nombre de tokens. Pour un large language model, il réfléchit pas en mots, il réfléchit en tokens. Un token, c'est en gros une syllabe, on va dire. Enfin, on va dire un mot, c'est 2 tokens généralement, tu vois. Et ça, c'est sa mémoire vive, quoi, la mémoire avec laquelle il peut bosser. Et généralement, t'en as pas tant que ça. T'es autour de 128 000 tokens. Ça dépend des modèles, tu vois. Il y en a qui montent à plus. Mais 128 000 tokens, du coup, si tu divises par 2, tu vois, ça te fait, on va dire, 60 000 mots, un truc comme ça. Ça peut aller assez vite. Un PLU, c'est costaud, hein. C'est souvent 300 pages, 400 pages. Je pense que ça passe pas. Donc du coup, là, tu vas te retrouver face à un autre problème, c'est que tu vas lui balancer tout. Et lui, en fait, il va oublier au fur et à mesure. Où il va se souvenir que du début, de la fin, un peu du milieu, puis pas de tout, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, il faut changer de modèle. Et en ce moment, typiquement, tu as Gemini, c'est le modèle de Google. Lui, il est peut-être un peu moins bon en termes de réflexion que ChatGPT. Par contre, il peut gérer 2 millions de tokens. Et 2 millions de tokens, là, pour les remplir, tu peux y aller, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du prompt management, c'est-à-dire cette qualité qu'on doit... Ouais, le fait d'améliorer tes prompts. Bah, en fait, ce qui marche bien aussi, c'est de demander à l'IA d'améliorer ton prompt. Si tu sais pas trop comment le faire, tu vois, tu lui dis, voilà, j'ai un problème, je sais pas comment le formuler, pose-moi des questions et aide-moi à faire un prompt qui sera de qualité pour aller plus loin. Parce que t'en as plein qui utilisent des techniques, alors... Si tu vas par exemple lui donner un rôle en lui disant tu es un expert de tel domaine avec 20 ans d'expertise, réponds-moi de telle manière, etc. Des fois tu vas avoir des réponses de meilleure qualité. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre de sur quoi l'IA a été entraînée. Si elle a été entraînée sur des articles de journaux où le mec dit voilà, je m'appelle John, je suis expert dans les machins de je sais pas quoi, quand tu vas lui dire tu es expert de machin, elle va indirectement aller chercher dans ces infos-là en fait. Et donc tu vas te retrouver à, plutôt qu'elle aille chercher sur toutes les données qu'elle a, elle va aller chercher sur des données un peu plus d'experts. Donc des fois ça peut aider. Mais c'est pas tout le temps, tu vois, c'est très compliqué de savoir ce qui va vraiment fonctionner ou pas. Et il y a des gars qui sont amusés à vraiment tester, entraîner une IA à faire du prompt engineering, donc vraiment à faire des prompts de meilleure qualité. Elle sortait des trucs, enfin jamais t'aurais l'idée de faire ça, tu vois. Elle sortait des trucs en mode commandant, vous êtes sur le point de sauter d'un avion et il faut répondre à la problème de je sais pas quoi pour lui faire un problème de maths. Et pour lui faire une opération de maths, il fallait la mettre dans un contexte de militaire, je sais même pas pourquoi, et ça faisait des meilleures réponses, quoi. Alors que tu te dis, bah, je lui propose le problème de maths et en fait le fait de lui faire un scénario autour, ça faisait des meilleures réponses. Et ça c'est le problème, c'est comme je te dis, c'est un champ de probabilité et savoir ce qui va bien marcher ou pas, c'est difficile. Mais en tout cas, pour réussir à aller plus loin dans ton problème quand tu as l'impression qu'elle est un peu limite, ce qui marche bien, c'est juste de lui dire bah, pose-moi des questions, fais-moi une liste des informations dont tu as besoin pour répondre à mon problème. Comme ça, tu es sûr qu'elle va te lister les infos dont toi, tu n'aurais pas pensé. Parce que la difficulté, c'est que nous, souvent, on a du contexte qu'on n'arrive pas à lui donner. Dans notre tête, c'est clair, mais pour l'IA, c'est pas clair.
Donc il y a des mots où dans notre tête ça va avoir une signification à un certain contexte, l'IA va pas comprendre. Là tu vois l'exemple que je lui ai donné, je lui dis bah voilà je suis avec des investisseurs, des entrepreneurs, j'ai pas parlé de chiffres, j'ai pas parlé de type d'entrepreneur ou quoi, donc tout de suite elle nous fait un truc, j'ai l'impression d'être à Wall Street, tu vois. Tu vois, c'est parce que je lui ai pas donné le contexte, je lui ai pas dit voilà en France dans l'immobilier qui font des trucs de tel truc machin, des petites entreprises avec généralement 0 salarié, enfin tu vois, je lui ai pas donné tout ce contexte là, mais si je lui donne, elle va faire un truc qui sera plus qualitatif. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas hésiter à lui donner vraiment beaucoup de contexte en fait. Est-ce que ChatGPT, il s'habitue à l'individu ou ça? Alors ouais, quand tu as un compte payant, ils ont fait une fonctionnalité de mise en mémoire qui fait que quand tu lui donnes des informations, il va te faire de temps en temps, il va te mettre un petit message comme quoi il met à jour sa mémoire et il va se souvenir de certaines choses, ouais. Donc ça aussi ils l'ont fait, c'est pas mal. Après ce que généralement on fait quand tu as vraiment des problèmes très spécifiques, ça demande un peu plus de boulot, mais c'est que tu vas faire ce qu'on appelle du fine-tuning. Et le fine-tuning, c'est que tu prends un modèle de base, un ChatGPT ou autre, tu lui donnes tes données et tu le réentraînes juste sur tes données, à répondre à ta façon, avec les infos dont tu as besoin, etc. Tu vois. Et ça, c'est ce qui fait qu'il y a eu plein de startups qui sont apparues, où en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent ChatGPT, elles prennent des données, elles font du fine-tuning avec ChatGPT et du coup elles l'entraînent par exemple à faire que des réponses sur la fiscalité ou que des réponses sur le droit en général. Et il y a plein d'applis qui sont apparues de, je sais pas, avocat, IA ou je sais pas quoi. En fait c'est comme ça qu'elle marche quoi. C'est que derrière c'est ChatGPT, eux ils ont pris, je sais pas moi, Légifrance, ils ont pris toutes les données, ils ont fait un entraînement de fine-tuning et puis du coup il est entraîné qu'à répondre à ça. Mais derrière en fait c'est ChatGPT quoi. C'est ce qui fait aussi que pour moi c'est une solution de transition. Parce qu'arrivé à un moment donné, on va sûrement avoir des large language modèles qui seront tellement qualitatifs que ce sera eux qui seront capables de te dire « Ah ok, je vois, tu parles de ça, il faut que j'aille chercher les infos à tel endroit, je te fais une réponse construite et je te les rebalance. » Et ça, c'est un peu l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle les modèles de type agent. Et c'est un petit peu le modèle qu'on a avec O1 de ChatGPT, même si eux, ils gardent un peu le secret, la façon dont ça fonctionne, donc on n'est pas certain de comment ça marche, mais c'est que là, tu vas avoir un modèle qui va vraiment découper la tâche en plusieurs étapes, et avec un suivi vraiment logique, un peu comme toi, quand tu essaies de t'attaquer à un gros problème, quoi. Tu fais, bon, alors d'abord je fais ça, puis après ça, en gardant un fil conducteur pour te faire un truc qui est vraiment construit, quoi. Et si ton modèle d'agent, il est capable à la fois de se connecter à Internet, mais aussi de se connecter, je sais pas moi, à tes documents, donc Google Drive, où il y a les informations de tes projets, et puis aussi après aller chercher les informations qu'il y a sur, je sais pas moi, chez ta comptable, où tu as toute ta comptabilité, et puis après aller chercher le truc, il va vraiment faire un truc hyper loin, et peut-être même derrière faire des actions, ou lui dire, à la fin, tu envoies un mail à machin, tu vois. Je pense que c'est déjà possible. C'est déjà possible, mais c'est bancal. Mais c'est déjà possible. Si tu rajoutes tous les modules un par un, tu peux faire des trucs de fou. Mais aujourd'hui, c'est encore un peu bancal. Non, mais par exemple, une connexion à Drive, Google Drive. Ouais. Comment tu plugs ça? Comment tu lui dis, va chercher dans mon Drive? Alors, ça dépend quel modèle tu utilises. Mais en fait, tu utilises l'API de ChatGPT. Et l'API de ChatGPT, tu vas lui dire d'aller chercher sur ton serveur, tu vois, ce sera peut-être pas un Google Drive, mais tu vas lui dire va chercher à tel endroit les documents. Et tu peux faire des interactions comme ça, tu vois. Mais ça demande un peu de développement, ou alors tu as des outils de no-code aussi, des fois qui te permettent de faire des trucs. Voilà, avec Zapier ou avec Make, tu peux faire des petites automatisations où tu prends un module, tu vas chercher à gauche, tu vas chercher à droite. Tu peux faire des trucs de malade comme ça. Hein. Tu peux aller automatiser des choses hyper loin, sans forcément avoir à coder. Il faut juste réussir à avoir l'idée de créer ton process, quoi. Et tu peux faire des trucs hyper poussés. Alors ça prend un peu de temps et voilà, faut des fois un peu roder le truc parce que la première fois que tu vas le faire, ça va pas forcément marcher à tous les coups. Et puis tu vas peut-être pas penser à toutes les possibilités, mais ça te permet vraiment de faire des espèces d'arbres de décision, quoi, où tu lui dis, voilà, si tu reçois un mail de telle adresse, typiquement sur du Airbnb, c'est un truc qui pourrait carrément se faire. Si tu reçois un message de telle personne ou Booking, t'as toutes tes communications de Booking, elles se font aussi par email. Donc si tu reçois un mail Booking d'une réservation, tu récupères les infos de la FAQ que j'ai fait de mon appart, où je donne le code Wi-Fi, les codes de boîte à clés, les machins, les trucs, etc. Tu me fais une jolie réponse à ma façon, parce que je t'ai entraîné pour faire des belles réponses qui me vont bien, et tu réponds directement, mec, et t'envoies le mail. Ça, tu peux le faire avec Make, tu vois, tu le fais ou Zapier, tu vois, et il va tout faire le truc en automatique. Après, si ça foire à un moment donné, t'as envoyé un mail, ça se trouve, il t'as donné la recette de la tarte à la fraise, tu vois, mais c'est pour ça que je te dis c'est encore un peu bancal, tu vois. C'est parce que t'as toujours ce risque-là que ton modèle il hallucine,
ou que tu vois il y a un truc qui est foiré, qu'il n'est pas bien récupéré les bonnes données, et il va dire à la personne ah mais si le code pour rentrer c'est ça, et il te donne pas le bon code, tu vois, parce qu'il a pas été chercher le code au bon endroit, tu vois. Et en face la personne elle pourrait peut-être être un peu agacée parce qu'elle va avoir des réponses qui sont très sûres d'elle mais qui disent n'importe quoi. Un truc pour la LCD aussi, je pense qu'il pourrait être rigolo. Tu peux faire des chats maintenant avec des chatbots, mais avec une IA derrière. Ouais. Il y a une IA, je sais plus comment elle s'appelle, je l'ai plus en tête, qui est spécialisée là-dessus. Ok. Une IA, une boîte, parce qu'il y a, je crois qu'il y a Albert, ils font des trucs de conciergerie, ils ont commencé à mettre de l'IA dedans. Il y a vraiment une IA qui là, c'est une IA chatbot en fait. Ah ok. Tu crées Alors t'as caractère.ai, ce qui est assez connu, qui marche de ouf aux États-Unis. Ouais, c'est une Et du coup, c'est assez marrant parce que ça fait apparaître un nouveau truc. C'est que, surtout chez les jeunes, en fait, ils parlent avec une IA. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est de faire des personnages. Ça peut être des personnages fictifs ou des personnages réels. C'est plus des personnages fictifs, généralement. Et tu peux discuter avec, je sais pas moi, Iron Man de Marvel, tu vois, et le mec, il a donné toutes les infos qu'il a sur le personnage fictif, il l'a entraîné à répondre à la façon du personnage, et tu peux discuter avec lui, quoi. Je connais des gens qui ont fait ça, du coup, vraiment sur un site, alors ça pourrait être que sur du Airbnb ou sur un site commerçant, où tu as vraiment l'IA qui est le commercial, en fait, et qui va aiguiller, du coup, répondre aux questions du consommateur, et l'aiguiller vers tel produit, avec comme consigne de, par exemple, quand il peut, l'aiguiller plutôt vers le produit qui a plus de marge, etc. Donc tu peux vraiment donc tu pourrais avoir quelqu'un qui gère en fait les problèmes quotidiens potentiellement d'Airbnb. C'est ça, ouais, exactement. Il y a qui gère les problèmes quotidiens. En fait, il le fait, hein, donc il le fait. Ouais, bah oui. Tellement. C'est ça, on sent bien parce que j'utilise depuis un petit moment déjà. Ça, il utilise des trucs. Et ils ont dû te donner quand t'es rentré chez eux, ils t'ont pas donné un questionnaire hyper détaillé avec plein de questions sur l'appart, non ? Ouais, voilà. Et en fait, après ça te sert de base de données. Et comme ça, en fait, eux, ils vont chercher direct l'info et ils remplissent avec un chatbot. Et ça, aujourd'hui, c'est du texte, mais ça commence déjà à arriver avec la voix. Plus aux États-Unis. Mais là, il y a des boîtes aux États-Unis qui commencent à sous-traiter où t'appelles, ton serveur vocal, machin, c'est une IA, et les gens s'en rendent même pas compte. Donc ils téléphonent, ah bonjour, je veux savoir machin et tout machin, et ils ont l'impression de parler à un humain, ils parlent à une IA en fait. Parce que maintenant, t'as des modèles qui sont hyper efficaces, qui arrivent à faire des réponses avec un temps de réponse suffisamment court pour que ça paraisse être humain. Et s'ils sont bien entraînés sur ce qu'ils doivent faire, tu t'en rends même pas compte, quoi. Et tu gères toutes les langues. C'est l'avantage. Voilà, alors après, souvent il y a quand même un petit décalage parce que des fois les modèles, encore une fois, ça dépend des données. S'ils ont été entraînés beaucoup sur des données en anglais, tu lui demandes de parler chinois, ça va être un peu bancal, mais par contre c'est facile après de faire des fois les transferts, etc. Oui, exactement. C'est pas forcément très versionnerie, mais tu peux quand même aller. C'est ça, ouais. Et c'est pour ça que c'est un sujet à suivre parce qu'en fait, ça peut aller super vite, quoi. Et ça peut vite être hyper intéressant de l'intégrer dans ce que tu fais, sachant que comme tout gros changement, il y en a plein qui vont pas le faire tout de suite, et que si toi t'es un peu en avance pour le faire sur ton secteur à toi, tu peux prendre beaucoup d'avantages, d'avance sur les autres, quoi. Sur tes parties, toi, LCD, sur ta partie LCD, ouais. Tu bosses beaucoup avec l'IA? Non, je suis un cordonnier très mal chaussé. Donc c'est un truc que j'aimerais faire, mais j'arrive pas à prendre le temps de le faire. D'après toi, ce qui n'est pas bancal et envisageable en LCD là... Alors si, moi ce que je fais, j'ai un GPT que j'ai créé à moi. Donc un GPT c'est quoi? C'est ChatGPT, ils ont créé une feature pour les gens qui ont un compte payant. Ils appellent ça les GPT, c'est un GPT personnalisé. Donc c'est un peu tout ce que je viens d'expliquer avec le fine tuning, etc. machin, mais en mode facile. Donc c'est moins précis que si tu as fait un fine tuning patati patata, mais ça marche vachement bien pour un truc un peu basique. Et donc moi je l'ai fait avec la FAQ de l'appart, avec la façon dont j'ai envie qu'il réponde. Le mieux c'est de lui donner des exemples de messages, ça marche vraiment bien. Quand tu as vraiment envie qu'il recopie un certain ton, tu lui fais un exemple, je veux que tu répondes dans ce style-là, etc. Et ce que je fais, c'est que si j'ai un mec qui me pose des questions chiantes, etc., je fais copier-coller de son message, je le balance à ChatGPT et lui il me fait la réponse et je recopie-coller la réponse, tu vois, pour surtout quand tu as des questions, il sait très bien arrondir les angles. Donc quand tu as une question qui te saoule ou un truc un peu abusif où tu te dis mais là c'est abusé qu'il me demande ça, il est très bon, tu vois. Typiquement la dernière fois j'ai eu une brésilienne qui est venue dans l'appart, il faisait 24 degrés dehors, elle voulait allumer le chauffage. Elle dit j'ai très froid, etc. machin. Enfin non, elle était même pas encore arrivée dans l'appart qu'elle me disait déjà est-ce que c'est possible d'allumer le chauffage.
Donc tu vois, j'ai fait, non mais c'est abusé, 24 degrés, mois de juin, non, on n'allume pas le chauffage, tu vois. Donc j'ai demandé à ChatGPT de lui faire un super beau message, un peu passif-agressif, un peu culpabilisant, pour lui dire que c'est pas normal de demander le chauffage quand il fait 24 degrés dehors, tu vois. Et il a fait un super beau message, tu vois. Et du coup, elle a dit, ah non, bah c'est bon. Et là, Je fais du copier-coller parce que, bah, en fait, il y a un risque. Franchement, si. C'est juste qu'il faut y passer un peu de temps. Tu vois, là, ce que j'ai dit avec Make, ça pourrait très bien se faire. Alors, le défaut aussi de Airbnb, c'est que Airbnb t'as pas accès aux messages. Donc, en fait, l'API de Airbnb, donc ce qui te permet de te connecter directement au back-office de Airbnb, il est fermé. Il est réservé qu'à certains partenaires, en fait. Donc, t'as un moment de faire un copier-coller. Bah, soit ça, soit Channel Manager, tu vois. Okay. Et que tu passes par ton Channel Manager qui lui récupère les messages Airbnb. Et lui, tu lui fais envoyer les messages Airbnb à ChatGPT avec ton petit modèle que tu as entraîné et lui faire les réponses, tu vois. Ça, tu peux le faire. Ouais. Mais faut que ton Channel Manager il soit compatible. Ça fonctionne. Je pense, ouais. Parce que je crois que Superhot, ils sont partenaires de l'API de Airbnb. Mais tu vois, Superhot, est-ce qu'ils ont un module dans Make ou dans Zapier, par exemple? Bah du coup tu vois, là tu vas devoir bidouiller un truc. C'est pour ça que c'est pas encore hyper fluide, mais en cherchant un peu, tu vois, j'ai juste pas passé assez de temps dessus parce qu'aujourd'hui c'est pas... Mon meilleur conseil, ça serait de prendre des ChatGPT payants. Si tu t'en sers beaucoup, oui, mais en soi aujourd'hui la version gratuite... Pour la partie LCD. Ouais. Prendre ChatGPT payant. Ouais, te faire un GPT à toi, avec les infos de tes appartes. Ok. Voilà. Appart par appart. Je le ferai appart par appart parce que si tu lui donnes trop de données d'un coup, il peut se perdre. Donc si tu... Alors peut-être pas... Ça dépend combien tu as d'appart, ça dépend combien d'informations. Si c'est bien cadré, en gros, je lui filerai pas plus qu'un doc de 200 pages, tu vois. Si tu arrives à bien résumer tout ce que tu as en 200 pages, ça suffit à un part. Bah, par exemple, tu fais un tableau Excel, tu mets 10 questions, code Wi-Fi, code de la porte, code de machin, etc. Tu mets tous les appart 1, 2, 3, 4, 5, tu te fais un gros tableau comme ça, tu réponds à toutes les questions, tu lui donnes le tableau, et à chaque fois tu lui dis, quand je te pose une question sur un appartement, par exemple l'appartement un tel, va chercher dans le tableau à tel endroit les réponses, tu vois. Et ça, il va te le faire. Ça, c'est assez facile. Parce qu'en plus, tu vois, tu fais un gros tableau, ça fera pas trop en termes de données, il va pas se perdre. Tu l'as nourri comme ça, et tu l'as entraîné, entre guillemets. Tu prends la question du client X, tu poses sa question, tu lui dis il faut lui répondre pour le Wi-Fi, et il va aller chercher tout seul. Voilà, c'est ça, ouais. Airbnb ne le propose pas déjà, ce truc-là? Non, mais je pense que Alors, à leur place, j'y réfléchirais à le faire. Il me semble avoir vu des modules comme ça. Ils se sont mis, des fois maintenant, quand tu as une cliente qui dit quel est le Wi-Fi, Ouais, le mot-clé en fait. tout de suite, tu as un pré-message. Oui, c'est pas- Un pré-message, ouais. mot-clé. Ouais, c'est mot-clé. Dès qu'il y a un message qui Voilà. un Wi-Fi, ça t'envoie la réponse. Ouais, c'est ça. Oui, mais à leur place, je m'y mettrais. Hein. C'est comme là, Amazon, ils sont en train de mettre plein d'IA pour leurs vendeurs, pour à la fois les aider sur leurs chiffres quand tu fais du Amazon FBA, donc quand tu fais des ventes achats sur Amazon, donc ils vont te dire par exemple, bah là, t'as tel truc qui marche bien, tel truc qui marche moins bien, etc. Ça a commencé aux États-Unis, tu vois, donc je sais pas quand est-ce que ça arrive en France. Ils sont aussi en train d'intégrer un système de chatbot où quand tu as des clients qui ont des questions SAV, bah, c'est un chatbot qui leur répond, tu vois. Et toi, après, derrière, tu peux aller repasser, regarder le truc, etc. Comme ça te facilite la vie. Comme ça, ils sont bien sûrs de te garder chez eux, tu vois. Et ça leur permet de garder un bon monopole sur ce domaine-là. Donc, de toute façon, dès que tu es une boîte tech, pour moi, tu es forcément en train de te poser la question de comment tu peux intégrer l'IA pour améliorer ton service. C'est obligatoire, quoi. C'est juste qu'après, ça va mettre du temps pour arriver parce que, comme je dis, tu vois, des fois, ça peut très bien marcher, des fois, ça peut pas du tout marcher. Et vu que tu as ce côté un peu incertitude, tu es quand même obligé de bien tester ton truc et d'être vraiment sûr de toi avant de le balancer, quoi. Sinon, tu as un risque que ça part en... Puis ça dépend ce que tu fais, quoi. Pour du Airbnb, ça va, mais si tu fais un truc plus risqué, et il y en a pas mal qui sont ratés là-dessus, quoi. J'ai entendu que vous avez coupé l'IA à l'armée américaine pour les stratégies militaires. Ouais, c'est possible. Alors après, moi je sais que... Alors, typiquement, tu vois, sur l'intelligence artificielle et l'armée, bah, l'armée américaine, ils font voler des F-16 avec aucun pilote, juste avec l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée qu'à faire ça, tu vois. Tout comme l'IA de la conduite autonome de Tesla, c'est pas la même que ChatGPT, tu vois. C'est un truc qui est entraîné qu'à faire ça, tu vois. Et au final, faire voler un avion, c'est plus facile que conduire une bagnole.
Parce que une fois que tu es dans les airs, t'as pas les piétons, la trottinette, le machin, etc. Donc pour un humain, c'est plus compliqué parce qu'il faut plus de réflexes, faut peut-être être plus rapide, tu vois. Mais ça, une intelligence artificielle, c'est pas un problème pour elle. L'aspect réflexe, rapidité, prise d'information, prise de décision, c'est un truc qu'elle fait très bien. Par contre, l'aspect prise de décision nuancée, contexte, etc. Ce qui peut arriver quand tu conduis une voiture et que par exemple tu vois, je sais pas moi, la trottinette et puis quelqu'un qui traverse, etc. Ça c'est plus dur, tu vois. Là c'est là où c'est plus compliqué, il faut plus d'entraînement, etc. quoi. Si on revient sur la partie PMU, ouais. Est-ce que tu donnes les infos, etc. Il peut pas directement par exemple aller chercher sur le cadastre? Pas encore. Pas le faire. Non, pas encore. Mais si tu fais pas attention, il va te faire croire qu'il a été cherché. Alors que non. Ouais, si tu insistes un peu, tu vois, si tu dis non mais s'il va chercher machin et tout, il va faire ah oui j'ai regardé et le cadastre te dit ça. Toi tu vas chercher et en fait non. Non parce qu'en fait la façon dont les sites marchent, le développeur du site, il va décider s'il autorise ou pas son site à être scrollé par des bots. Et s'il a dit niet, bah en fait ChatGPT il a pas le droit d'aller sur le site. Il peut pas regarder le site. Donc c'est à toi de lui donner les infos, d'aller les copier, de les mettre dans un format qu'il va comprendre et de lui redonner, tu vois. Alors après, une fois, imaginons que tu fais ça, tu fais ton extrait cadastral, tu lui donnes, est-ce qu'il pourrait par exemple implanter des places de parking en fonction du PLU? Te dire combien il en faut ou il en faut, il les a implantés du coup. Quand tu dis un plan. Ah non, sur un plan, non. Non, il pourrait pas. Non. Non, parce que tu vois, c'est ça fait tu rajoutes l'aspect vision où il faut à la fois qu'il analyse un plan, puis ensuite après qu'il régénère un truc. Et ce que je disais, c'est que la génération d'images sur ChatGPT pour l'instant, elle n'est pas personnalisée. C'est-à-dire que quand il génère un truc, tu lui donnes génère-moi un plan en 2D de tel tout machin, il va t'inventer un truc, mais il n'est pas capable à partir d'un vrai truc qui existe de te refaire un plan. Donc si par exemple, je sais pas, tu lui donnes un plan d'une maison, tu lui dis bah voilà maintenant fais-moi la maison en visuel photoréaliste, il va pas savoir faire parce qu'il n'est pas capable de réutiliser cette info pour régénérer une image. Quand il génère une image, c'est un peu un truc, il jette un dé, tu vois. Il imagine une image, tu vois, mais il sait pas utiliser le contexte visuel que tu lui as donné. Ça, il sait pas faire. On aurait pas le faire avec des personnes, avec des personnages, de garder un personnage, mais c'est compliqué. Voilà, en fait, tu peux le faire, mais il faut le personnaliser avant, tu vois. Il faut que tu aies réentraîné ton modèle sur le fait de refaire quelque chose qui est basé sur quelque chose qui existe. Et ça, sur la génération de personnes, par exemple, ça marche très bien, tu vois. Et c'est ce qui fait que, par exemple, en ce moment, là, tu as un truc qui est en train d'apparaître, c'est les influenceurs IA. Bah, ça marche comme ça, en fait. C'est que tu as créé un visage par IA, et derrière, tu peux même créer avec, tu as des systèmes qui vont te créer des positions où tu peux choisir avec tu sais, un peu comme les mannequins en bois, là, tu lui dis, bah, tu te mets comme ça, enfin voilà, tu lui donnes une position vraiment. Et génère-moi maintenant, avec le visage sur lequel je t'ai entraîné, la personne dans la position. Et avec après plus le contexte que tu lui balances. Ce qui fait que tu peux créer des images où la personne elle est dans une position qui t'arrange, quoi. Donc en fonction de ce que tu veux faire, quoi. Si je suis pas à table, en train de se lever, en train de faire du sport, j'en sais rien, tu vois, mais où du coup ça crée des images plus personnalisées, quoi. Avec d'autres IA, alors pas ChatGPT, je sais pas le faire, avec d'autres IA, tu peux même du coup en lui donnant ces images-là, de générer des vidéos, quoi. Voilà, et après tu peux faire la génération de vidéos de quelques secondes. Il commence à faire des films, je crois. Tu peux commencer à faire des films, et la génération de vidéos, c'est un vrai sujet aussi. La génération de contenu, ça va vraiment bouger avec l'IA parce que ça devient, c'est ça, et ça devient de plus en plus qualitatif. Et tout comme la génération d'images, mais il y a 5 ans, une image générée par IA, ça ressemble à rien. C'était les toutes premières versions des générateurs d'images, ils n'arrivent même pas à faire un chien qui ressemble à un chien. Là, aujourd'hui, tu génères une image, tu peux pas faire la différence. Vraiment, tu peux pas, quoi. Il y a vraiment des modèles qui sont tellement bien foutus, tu sais pas. Et donc, est-ce qu'avec ces modèles-là, tu pourrais pas faire ce que je viens de te dire? Bah non, parce que comme je te dis, il y a pas ce lien-là. Il faudrait que quelqu'un crée tout ce mécanisme où il prend un plan, il analyse le plan, il arrive à en faire une image virtuelle de ce plan-là, et à partir de là, il arrive à te régénérer un plan, tu vois, en concret. C'est un peu ce qu'ils ont fait sur la partie déco. Il prend une image d'un truc éclaté, il la visualise, après il arrive à te la régénérer avec des beaux meubles, etc. à partir de toutes les belles images d'appart qu'il connaît. Ça, c'est assez facile à faire, mais quand on parle de plans, les plans, c'est carré, tu vois, c'est pas assez précis. C'est pas assez précis parce que tu vois, typiquement, là, ce que je te dis, où tu prends une photo et puis il te régénère un truc, des fois, il y a un mur, il va pas tout à fait être au même endroit où il était. C'est comme si tu prends un visage humain,
ton poil de barbe il va pas être pile poil au même endroit, tu vois. Ça se voit pas parce que l'image générale tu reconnais le visage, mais il y a des choses qui seront pas tout à fait pareilles. Tous les systèmes d'influenceurs IA, quand tu regardes bien, les photos c'est jamais vraiment le même visage. Tu vois, le nez, un coup il est plus fin, un coup il est plus large, un coup tu vois, il y a des trucs qui bougent. Mais c'est suffisamment subtil pour pas t'en rendre compte. Mais là tu vas avoir le même problème, un plan c'est un plan quoi, faut que le truc soit carré quoi. Donc c'est pour l'instant ça marche pas, tu vois. Mais après t'aider sur le sujet, notamment sur l'aspect recherche et info qui peut te ressortir sous forme texte, ça peut vraiment t'aider je pense. Mais tu n'arriveras pas à générer de l'image. Là, ça va être... tu peux créer des images, on va dire, artistiques, théoriques, à quoi ça pourrait ressembler, etc. Mais un plan, pour l'instant, tu peux pas. En termes d'une projection, c'est ça, ouais. C'est décoré, ça, je pense que oui. Voilà, exactement. Alors du coup, tu aurais quoi comme cas concret qui pourrait servir de l'IA dans l'IMO, par exemple ? Autre que sortir un PLU ou... Ouais, moi je m'en sers des fois pour analyser des infos, tu vois. Si par exemple tu as un dossier des dossiers de locataires, tu peux lui donner les dossiers, les infos des dossiers des locataires, tu vois, les infos que tu as sur chaque locataire, et lui dire d'analyser est-ce que, tu vois, selon toi le dossier est bon ou pas. Par exemple, tu vois, je donnais les exemples des falsifications des fiches de paie qui arrivent avec les locataires, tu lui balances une fiche de paie, tu lui dis, tu copie-colles juste les chiffres, hein, tu lui dis, bah voilà, à ton avis, est-ce que cette fiche de paie, elle est falsifiée ou pas ? Est-ce qu'elle est cohérente ? Bah l'IA, elle va être capable de te dire. Elle va être capable de dire, bah alors attends, là, j'ai vu que sur la partie des trucs des impôts, on est au milieu de l'année, mais il aurait dû du coup avoir déjà payé une partie des impôts et ça apparaît pas sur sa fiche de paie. Ou là, il y a une date, c'est pas la bonne, alors machin, tu vois. Ou le montant a été changé, mais les charges patronales, elles sont pas correspondantes. Ça, tu vois, toi, pour le faire, t'es pas comptable, t'en sais rien, tu vois. Tu lui balances, ça va te permettre de faire une petite vérification par exemple, tu vois. On l'a eu fait ça nous il y a 4 mois, on a pris une édite et la meuf en fait elle nous dit ouais j'ai que mon préavis est raccourci puisque je suis embauché ouais je sais pas où. Ou je sais pas où. Et en fait j'ai demandé toutes les pièces, on a balancé toutes les pièces à chat et effectivement au bout de 3 minutes il nous a dit oui elle est bien embauchée, machin, le contrat de travail est valide. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Bah, relire un contrat, tu sais, des fois, les contrats, t'as la tête dedans, tu vois pas et tout. Tu lui balances le contrat, un bail ou autre, hein, et tu lui dis, bah, relis-moi tout ça. Est-ce que pour toi, tu vois des défauts ? Est-ce que tu vois des problèmes qu'il pourrait y avoir avec ce bail ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Et là, tu vois, il va pouvoir relire le bail complet, te dire, ah bah là, la clause sur tel truc, sur les charges, elle est peut-être pas assez précise. Ce serait bien de préciser qu'est-ce qui est exactement inclus dans les charges, qu'est-ce qui est pas inclus dans les charges. Et là, tu lui dis, bah ok, bah écris-moi la clause modifiée. Ça marche super bien, tu vois, pour modifier un bail ou un truc comme ça, c'est trop bien. Moi, j'ai refait des fois tu fais un bail juste pour de la location courte durée, mais quand les gens passent pas par Airbnb, bon bah là, tu lui dis, bah j'ai besoin d'un bail de location saisonnière, machin. Voilà un modèle, voilà un autre modèle. Tu peux lancer même 3-4 modèles que tu as trouvé sur Internet. À partir de ces modèles-là, généralement un nouveau contrat qui regroupe toutes les informations clés, quoi. Il te le balance et là, tu lui dis, ok, comment on pourrait améliorer ce contrat ? C'est vraiment un truc qui marche bien, c'est essayer de faire un processus itératif. Donc il te balance un premier truc, faut pas le prendre pour argent comptant, tu vois. Quand il te balance un truc un peu moyen, tu te dis, bah ok, comment on peut l'améliorer ? Comment on peut aller un peu plus loin ? Est-ce que tu pourrais améliorer telle clause ? Est-ce que tu pourrais aller... Et c'est là où tu vas avoir vraiment des réponses qualitatives aussi, tu vois. Parce que lui, il va se souvenir de tout ce que tu lui as dit au début de la conversation. Et c'est ce qui va permettre d'affiner le truc. Avec la contrainte, hein, comme je disais tout à l'heure, il faut pas oublier qu'il a une certaine mémoire. Oui. Donc quand tu commences à faire des trucs trop longs, que tu lui as balancé trop des gros pavés de texte, il va oublier ce que tu lui as dit au début. Donc il faut quand même, tu vois, des fois, ça peut être bien de redémarrer une conversation quand tu commences à avoir un truc un peu trop long, quoi. Sauf avec une IA qui a un plus gros contexte. Et là, c'est ce que je disais, tu as Gemini. Gemini, moi, je le trouve trop bien. J'ai jamais écrit une seule de mes descriptions de podcast. Je lui donne le podcast en audio, complet, même s'il dure 1 heure. Hein, et je lui dis, voilà le dernier épisode de mon podcast, fais-moi la description complète avec le timestamp de chaque moment clé du podcast. Et lui, il va me faire la description et après, il va me faire 5 minutes, t'as parlé d'IA générative, 10 minutes, t'as parlé de ça, 24 minutes, et le timecode est bon, tu vois. Parce que lui, il a été capable d'ingérer tout le podcast et de pas oublier le milieu, la fin, etc. ChatGPT, ça, il a beaucoup de mal, tu vois, sur des contenus un peu longs. Et là, il va marcher super bien, tu vois. Et quand tu lui envoies un podcast, c'est instantané comme ChatGPT ou il est obligé de l'écouter ? Non, il l'analyse en 50 secondes. Tu vois, il me fait la réponse en 50 secondes. Parce que tu as le modèle de audio to text
qui est un modèle en plus qui a été créé à la base par Google, qui est intégré à Gemini, et donc il te fait le truc, et boum, il l'analyse complètement. Et là, par exemple, ils ont intégré un nouveau truc qui s'appelle Notebook LM. Tu lui files tes notes d'un sujet, ou tu lui files, par exemple, tu as un truc, tu te dis, tiens, ce serait intéressant que je me mette à étudier une nouvelle ville. Tu lui balances plein d'articles que tu as sur le sujet, tu lui donnes, etc. Et à la fin, tu lui dis, bah, fais-moi un résumé de tout ça. Et le résumé, tu lui dis de lui faire sous forme de podcast. Et ils ont fait ça où en fait, alors pour l'instant ça marche qu'en anglais, mais tu lui donnes des sujets et tu dis bah voilà, maintenant à partir de ces données-là, fais-moi un podcast, tu vois, et il va te faire un podcast de 10 minutes qui va te synthétiser le problème avec 2 voix en plus qui paraissent hyper naturelles, qui vont dire ah bah ok, aujourd'hui on va parler d'investir dans telle ville. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah alors j'ai vu que l'année dernière il y a telle entreprise qui s'est implémentée et qui apporte tant d'emplois, etc. Et il te fait un résumé de données qui t'aurait pris un paquet de temps à tout relire, synthétiser, etc. Là tu lui balances tout, il te fait la synthétisation et il te le balance en audio, tu vois, et tu peux écouter ça quand t'es en train de conduire ou autre, quoi. Donc t'as des trucs qui arrivent qui sont vraiment balèzes, quoi. Ok, bon bah voilà. Merci les Merci à vous.